last conference On va will maintenant take us passer à la dernière conférence de cette journée de travail et notre orateur est un ingénieur agro qui travaille pour la FAO. Il s'agit de Monsieur Santiago Santos Valle. Votre conférence va aborder la robotique agricole en tant que solution pour aider à produire une nourriture suffisante dans les pays en développement. Merci à toutes et à tous. Merci d'être restés aussi longtemps parmi nous. Exciting presentations, lots of technical information. Very interesting. Nous avons eu des discussions fort agréables, fort plaisantes et surtout fort enrichissantes. Et on a beaucoup parlé de la robotique qui fait une percée considérable, mais la robotique va-t-elle pouvoir concerner tout le monde à l'heure actuelle au sein de la FAO en tant qu'organisation mondiale? Nous pensons que la robotique a un rôle à jouer, mais il faut faire attention au rôle que l'on va lui donner. Qu'est-ce que la FAO? Nous sommes une agence des Nations Unies dont le rôle consiste à combattre, bien sûr, la faim dans le monde. Nous avons 200 pays membres, à peu près 200 pays membres. Nous sommes présents dans 130 pays dans le monde. Ma mission, c'est de travailler au département de la programmation et d'encourager la mécanisation afin d'augmenter les rendements et afin, bien sûr, d'améliorer le niveau de vie des populations concernées. Les États membres de la FAO sont amenés à envisager, à concevoir de nouvelles stratégies et à concevoir de nouveaux modèles au service de l'agriculteur, des agriculteurs et de l'agriculture dans des pays dont la mécanisation est insuffisante. Et nous sommes là aussi pour encourager, faciliter la coopération, l'échange de connaissances entre les différents pays. Qu'est-ce qu'une mécanisation durable? Eh bien, une mécanisation durable doit prendre en compte tous les niveaux technologiques de la production, y compris donc les outils manuels, les animaux de labour, l'équipement motorisé, les équipements donc pour tout ce qui touche aux récoltes, et nous nous penchons sur tout ce qui touche autour des équipements solaires, éoliens, hydrauliques, et nous étudions également les robots et les drones qui doivent faire partie de la mécanisation durable. Nous pensons que tout ceci devrait permettre de créer de l'emploi et d'améliorer la chaîne de valeur. C'est notre approche, notre vision ici de cette chaîne de valeur qui est illustrée sur la diapositive. Nous avons beaucoup entendu parler production aujourd'hui, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il ne faut pas oublier le transport et le client final. Les robots peuvent être utilisés à d'autres stades au-delà de celui de la production. Ils peuvent être utilisés pour le transport, pour l'entreposage, pour le packaging, etc. Je vais essayer également d'illustrer un petit peu les situations que l'on rencontre aujourd'hui. Le fermier traditionnel, et c'est plus précisément cette fermière que nous voyons à droite de la diapositive, et comme vous le constatez, elle dispose de très très peu d'équipements, elle fait quasiment tout à la main, elle a très très peu de surface cultivable, pas de capacité de financement et elle a très peu de connaissances.
Et c'est ce que nous rencontrons le plus souvent dans les pays en voie de développement. C'est totalement différent de ce que nous rencontrons, des situations que nous rencontrons dans les pays industrialisés. Et son principal souci, c'est d'avoir des cultures vivrières. Et donc, l'investissement dans des machines de plus en plus onéreuses, le profit comme finalité, l'accès à la finance, la superficie de plus en plus importante des exploitations agricoles, avec tout ce que cela comporte, sont les caractéristiques principales de l'agriculture dans les pays industrialisés. Sans oublier le fait que dans les pays industrialisés, les opérateurs sont formés et disposent de connaissances larges, beaucoup plus larges que la connaissance des fermiers des pays en voie de développement. Alors, pourquoi mécaniser les pays en voie de développement? Vous voyez la population africaine qui va croître par un facteur qui va être multiplié par 4 au cours du siècle. Ça va créer un problème considérable en termes de capacité alimentaire. Et la plupart des fermiers ressemblent à cette fermière que je viens de montrer sur la diapo précédente. Elle doit pouvoir nourrir peut-être trois personnes. Si elle a un peu de bétail, elle va pouvoir nourrir 6 personnes et non plus 3. Et grâce à la mécanisation, elle peut multiplier par X le nombre de personnes qu'elle pourra ou qu'elle pourrait nourrir. Donc, la mécanisation des pays en voie de développement, c'est une cause que défend l'UNDP et c'est un des objectifs donc de développement durable et devant permettre d'améliorer le niveau de vie et devant permettre d'introduire la notion de souveraineté alimentaire. Ceci devrait permettre de lutter contre la migration et la désertification des zones rurales au profit des zones urbaines. La mécanisation devrait également permettre de créer des emplois qualifiés, d'encourager la création de nouvelles entités économiques et devrait permettre de combler l'écart technologique, le gap technologique que ces pays connaissent, tout en contribuant à une intensification d'une production durable et à une gestion durable des ressources. Nous sommes donc confrontés à un problème, mais un problème que nous refusons de voir comme tel, mais plutôt comme une opportunité. Nous sommes là pour essayer justement de résoudre ce problème. On peut se demander si la rentabilité de la production agricole va augmenter avec la mécanisation. Ça, c'est une des premières questions. Est-ce que la mécanisation agricole est durable? Est-ce qu'on peut créer davantage d'emplois? Est-ce que l'on peut améliorer le quotidien de ces pays, de ces personnes dans les pays en développement? Est-ce qu'on peut faire tout ceci en protégeant l'environnement? Et est-ce qu'on peut développer les pays en comblant cet écart technologique? Alors, on pense que c'est possible, mais il y a toujours d'autres personnes qui vont soutenir l'inverse. Et de nombreuses oppositions se manifestent. C'est vrai que beaucoup de gens vont vous dire, tiens, si vous amenez un tracteur dans un pays en développement, vous allez créer du chômage. Ou bien, si vous amenez un tracteur, ce ne sont que les plus riches qui vont pouvoir les payer. Et derrière, il y a des entreprises qui font du bénéfice et tout ceci, quelque chose qui vient aussi complètement piller nos ressources, avec un impact négatif sur le climat. Donc, nous pensons que la réalité, c'est effectivement l'inverse. On pense que la mécanisation amènera des emplois, luttera contre la désertification,
et offrera de nouvelles opportunités aux agriculteurs. Vous voyez ici la mécanisation appliquée à différents types de cultures, différents types d'exploitation aussi bien des petites exploitations que des grandes exploitations, aussi bien sur de la production de céréales que du riz, par exemple. Et il ne s'agit pas simplement de construire la machine, mais aussi de la maintenir. Et puis, il faut aussi des commerciaux, il faut des analystes de données, il faut des ingénieurs informatiques. Donc, autant de sources potentielles d'emplois qui seraient bien entendu locales. Nous pensons bien entendu que c'est le secteur privé qui va mener ces initiatives et c'est le public, le secteur public, qui lui doit fournir un environnement propice. Les préoccupations environnementales sont de plus en plus importantes et les nouvelles technologies qui sont développées aujourd'hui en ont bien conscience. Elles sont développées dans l'objectif de favoriser des pratiques agricoles durables. Vous avez ici des mythes, des exemples, pardon, auxquels nous avons été confrontés dans notre pratique. Vous voyez ici dans des pays tropicaux. On voit ici l'irrigation avec les eaux de surface et on voit ici qu'on a une amélioration du rendement grâce à la mécanisation. Ce que vous voyez ici à droite, une chose très simple donc, qui s'appelle une pompe à flux axial qui a été mise en œuvre au Bangladesh où on utilise donc cette eau ici en surface consécutive aux crues et qui permet d'avoir une troisième récolte quand il n'y en avait que deux. Donc la mécanisation n'est pas forcément source de problèmes. Pensons maintenant à ce qu'est l'agriculture 4.0. On parle de fermes intelligentes qui sont caractérisées par bien sûr l'Internet des objets, le cloud, le big data. On parle de robotique, on parle de machines automatisées, on parle de la technologie embarquée GPS et du positionnement par satellite et aussi de capteurs. Donc ça, c'est ce qui est imminent, ce qui fait partie de ce que sera demain la ferme intelligente. Maintenant, de quoi partons-nous aujourd'hui? On part d'une petite ferme. Ce n'est pas encore la ferme intelligente, mais c'est une petite ferme. Qu'est-ce que nous avons? En général, nous avons des données, pas nécessairement des données justement qui sont très rares. Les choses sont faites manuellement ou bien avec la force animale. Il n'y a pas d'automatisation, donc les tâches répétitives sont faites manuellement. Il n'y a pas bien sûr de positionnement, les GPS, les satellites, tout ça c'est de la science-fiction. Tout est fait par l'agriculteur, dans le meilleur des cas, dans la communauté ou au sein de la famille, et bien entendu, pas de capteur non plus. Donc, on vise une ferme intelligente qu'on a vue tout à l'heure, et là, nous avons l'exploitation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, ne soyons pas négatifs, je pense que l'on peut vraiment améliorer les choses. Cette nouvelle agriculture est caractérisée par un certain nombre de choses. Donc, il faudra d'abord recueillir des données. Pour cela, il faut un équipement spécialisé avec aussi du personnel spécialisé. On ne peut pas dire qu'on va amener ce matériel spécialisé, que les gens vont savoir s'en servir tout seuls. C'est une agriculture qui est plus efficiente en termes de ressources, qui amène de nouveaux modèles économiques, qui bien sûr dépend d'infrastructures informatiques fiables et qui nécessite bien sûr une maintenance et un soutien technologique adéquat en raison justement du haut niveau de technicité. Donc il est facile de fournir une technologie, une machine, mais il est plus difficile de les rendre durables. Pensons à cela, si l'on veut que les choses soient durables. Notre vision est la suivante. Il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Et dans certaines des présentations que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai entendu des confirmations de cela. Il faut passer de la machinerie à l'agronomie. Et de l'agronomie, il faut avoir des solutions techniques qui permettent justement ce changement d'échelle.
Il faut penser en termes de multitude, en termes d'essaims, en termes de différents engins qui peuvent travailler conjointement. Il s'agit de partir de quelque chose de complexe à quelque chose de plus simple. Aujourd'hui, les robots que nous avons ou les machines que nous avons sont très complexes. De nombreux agriculteurs ne savent même pas utiliser la majorité des caractéristiques qu'elles ont. Donc il faut simplifier. Et puis, il faut aussi essayer de travailler sur l'aspect économique. Aujourd'hui, l'investissement est très lourd. L'idée demain sera peut-être de partager ce capital, de partager aussi le fardeau économique, peut-être par des coopératives ou bien par des prestataires de services qui feront l'investissement et puis feront payer à l'usage ou sous une forme de location. On veut passer d'une situation de dépendance à une situation d'autonomie. Aujourd'hui, le travail de l'agriculteur est très répétitif et on veut justement éviter cela par l'automatisation. En fait, on veut passer de ça à ça. Aujourd'hui, les machines sont très complexes, font peut-être 3 choses à la fois, comme l'engin que l'on voit à gauche. Et ce que l'on vise, c'est des machines plus petites, plus spécialisées et qui travaillent de manière automatisée, comme on le voit à droite. Donc, la vision que nous avons à la FAO, c'est de faire adopter des robots agricoles dans les pays en développement. Alors, pour l'instant, l'adoption dans ces pays-là est négligeable. On pense qu'il faut d'abord renforcer les capacités. C'est la première étape. Nous craignons que les exigences en termes d'infrastructures, pour l'instant, représentent un obstacle. Et c'est vrai que si l'on introduit des robots agricoles, il se peut que l'on contribue au problème de chômage. Il faudra donc abaisser les coûts technologiques qui, pour l'instant, rendent ces appareils inadaptés et inabordables pour les agriculteurs. Il faudra certainement combiner d'autres technologies, par exemple l'impression en 3D ou les données issues de l'open source, pour nous aider à résoudre ces questions logistiques. Néanmoins, on pense que la principale contribution de ces engins agricoles sera justement d'intensifier les récoltes tout en les rendant durables et que le meilleur moyen pour faire adopter ces robots sera une solution avec prestation de services où les agriculteurs n'achèteront pas les robots mais les loueront ou les partageront. Donc il y a un certain nombre de défis. Tout d'abord, les capacités, les connaissances humaines, que ce soit des fermiers, des prestataires de services, des opérateurs, mais aussi des décideurs, des leaders politiques. On a un certain nombre de personnes dans ces pays que nous devons former. Ensuite, parmi les défis, on a aussi l'accès aux infrastructures, aux TIC. C'est vrai qu'on a beaucoup de pays dans lesquels on n'a même pas de signal Internet, même pas de signal téléphone portable d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, bien sûr. On a besoin d'un soutien technique fiable et d'une gestion des données également. Et là aussi, de la même manière qu'il n'y a pas d'Internet ni de téléphone, c'est encore plus difficile de trouver un ingénieur dans certains pays. L'accès au financement est bien sûr difficile. Il faut avoir aussi un soutien du secteur public. On le sait, sans eux, on ne peut rien faire. Par exemple, tout simplement par la construction de routes permettant d'accéder correctement aux parcelles. Quand on parle de ces pays-là, on est au niveau de encore rouler sur des pistes de terre. Et autre problème que l'on doit résoudre, c'est la fourniture d'un soutien technique suffisant. On ne peut pas laisser les agriculteurs atteindre pendant une semaine ou plus jusqu'à ce qu'un réparateur vienne pendant que la machine est bloquée en plein champ. Il faut que, bien entendu, la réparation arrive rapidement parce que les saisons aussi sont très courtes en général dans ces pays-là. Dans un pays comme la France, on voit qu'on a des zones agricoles relativement éparses et la Zambie est un pays de surface relativement similaire. Et on doit comparer ici la couverture de la 3G dans ces deux pays. Et on se rend compte qu'en Zambie, bien évidemment, la couverture n'est pas la même qu'en France.
Au fil du temps, nous avons tiré un certain nombre d'enseignements dans les pays où on a essayé de promouvoir les technologies. Et j'en ai repris quelques-unes sur cette diapo. Les initiatives qui sont 100% publiques ou 100% privées réussissent rarement à un moment ou à un autre. Il faut une intégration entre les acteurs privés et les acteurs publics. Il n'y a pas de solution qui soit prête à l'emploi. Il faut une solution qui doit être personnalisée. Chaque pays a des particularités, des besoins spécifiques et des intérêts individuels. Donc il faut que les choses soient personnalisées. Nous pensons également qu'on doit sélectionner soigneusement l'équipement que l'on veut amener dans un pays parce qu'on peut sinon endommager sérieusement les ressources, mais aussi occasionner certaines perturbations dans le pays. L'adaptation de la technologie doit présenter évidemment un avantage économique, faute de quoi la technologie restera inutilisée. Souvent, il y a cet avantage économique qui va favoriser l'adaptation. Et ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent la motivation de l'adoption. Et puis, les préoccupations sociales et environnementales peuvent favoriser l'adoption de ces technologies. Cela peut nous aider car effectivement, bien présentées, on voit que ces techniques peuvent contribuer à résoudre un certain nombre de ces problèmes. Lorsque l'on regarde les photos de ces exploitations de petite taille, je vous ai repris ici les avantages que peuvent apporter les robots agricoles. Une augmentation de l'efficience, donc ça veut dire qu'il y aura davantage de nourriture, il y aura la possibilité pour ces fermiers d'avoir davantage de revenus et donc une amélioration de leur qualité de vie. Il y a possibilité de créer de nouvelles opportunités dans les zones rurales, parce que dans ces zones rurales, il faudra aussi des personnes qualifiées. Cela pourra, dans une certaine mesure, limiter l'exil vers les villes. Cela pourra contribuer à combler l'écart technologique avec les pays développés. Cela réduira aussi la nature extrêmement pénible du travail agricole. On voit ici dans cette photo qui est prise en Corée tout ce travail qui est fait à la main. Et c'est vrai que si on leur amène un robot qui peut soulager cette tâche, je pense qu'ils en seront très contents. Là encore, l'apport de ces nouvelles méthode va aussi ouvrir de nouvelles opportunités commerciales avec, par exemple, des revendeurs de machines ou bien des gens qui font de la maintenance. C'est des choses qui arrivent, qui sont déjà disponibles en Afrique. Cela permettra aussi de renforcer l'utilisation des TIC, de l'énergie renouvelable et des dispositifs de monitoring. Alors, je vous ai planté toute la toile de fond. On a vu quelles étaient les opportunités, quels étaient les défis. Et donc, quelle est notre recommandation? Quelle est la recommandation de la FAO quant à la suite des opérations? Eh bien, nous, ce qu'on veut, ce sont des stratégies de mécanisation durable. On veut vraiment aider à créer des liens entre les différents acteurs. Donc, on n'est pas là pour dire, bon, voilà ce qu'il faut faire. Non, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'amener tout le monde, toutes les parties prenantes du secteur. Faire prendre conscience à tous que cette stratégie va offrir des opportunités à tout le monde, notamment des opportunités de plus de profit. Et c'est vraiment notre objectif de créer un secteur durable qui va créer des emplois parce qu'au bout du compte, l'idée, c'est d'avoir de l'innovation, créer des emplois et à terme, plus de nourriture. Vous avez ici les différents acteurs auxquels vous pouvez être confrontés lorsque vous mettez en place ce genre d'initiative. Alors, ils ont chacun leurs intérêts différents, ils ont leurs différents plaidoyers, et c'est parfois difficile de les amener tous autour de la table. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est simple à faire. Néanmoins, si on essaie de se mettre dans les conditions d'un pays, dans les conditions locales, et une fois de plus, en créant les conditions pour ce dialogue, c'est quelque chose qui est possible. L'idée, une fois de plus, est de créer un environnement propice.
Et lorsque l'environnement est propice, on arrive à augmenter les ressources naturelles de manière durable. On permet le développement des chaînes agroalimentaires. Pour l'instant, dans nombre de ces pays, l'agriculture est essentiellement vivière. Il y a très souvent aussi des pertes de récoltes, tout simplement parce que le stockage est inadéquat. On pense aussi que cet environnement propice, c'est mettre en avant les capacités à créer de nouveaux emplois grâce à la robotisation. L'adoption aussi des TIC et des nouvelles technologies seront des effets secondaires vertueux. Et puis, on cherche une fois de plus à ce que nous ayons ici un projet qui soit inclusif au plan social, avec inclusion justement des personnes vulnérables. Donc, voilà où nous en sommes et voilà où nous voulons arriver. Si nous améliorons la productivité de ces fermiers, nous augmenterons les économies réalisées. De ce fait, les agriculteurs pourront investir dans davantage d'équipements avec une augmentation du taux moyen d'équipement, ce qui à son tour améliorera le revenu et ainsi on aura une augmentation de la productivité et le cercle deviendra ainsi vertueux. Je vous remercie de votre attention. Thank you. Thank you very much, Santiago. Merci infiniment d'avoir décrit ces problèmes très complexes et ces défis fort enthousiasmants. Avez-vous des questions et des remarques? One time? Two times? Three times? I have a question. Une question. Pensez-vous qu'un label rouge, label bio pourrait aider dans ces processus? Pensez-vous que de nouvelles lois peuvent être utiles? En France, nous avons des labels, label rouge, label AOC, etc. Je pense que c'est un problème quelque peu différent. Tout dépend du type de culture que vous évoquez, ou tout dépend du type d'agriculture. Dans les pays où on a des cultures de rapport, telles que le tabac par exemple, les labels peuvent avoir un rôle essentiel. Et pourquoi pas? Mais ça peut aider, c'est vrai. Mais lorsqu'on parle de culture de subsistance, les cultures vivrières, excusez-moi, à ce moment-là, les choses sont différentes. Le but étant d'améliorer le niveau de vie et la qualité de vie de l'unité familiale. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Vous êtes peut-être quelque peu fatigué à cette heure avancée de la journée. Well, let's say Santiago, you're free to go. Allez, Santiago, je vous libère. Encore merci pour votre présentation. This is